Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce témoignage sur l'innovation. Je me présente rapidement, je suis Thierry Fargère de Corpen. Moi, mon métier, je suis un expert en créativité technologique et j'accompagne les entreprises pour la résolution des problèmes techniques ou organisationnels complexes. Je fais également de la formation aux techniques de créativité et du soutien aux chefs de projet innovants. Et j'ai aujourd'hui la chance d'accueillir mes deux intervenants qui vont venir partager avec nous leur expérience de l'innovation. Donc, d'un côté, Monsieur Renaud Sornin et puis Philippe Vessac. Et je vais leur passer rapidement la parole pour que déjà ils se présentent rapidement. Donc, de me rappeler un petit peu quelle est votre entreprise, voilà, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise et quelle est votre fonction dans cette entreprise, son rapport avec l'innovation. Ouais. Juste en quelques mots, Renaud, je te laisse démarrer. Merci. Donc, moi, c'est Renaud Sornin. Je suis cofondateur d'Attestation Légale, qui est une espèce de machine à simplifier la vie administrative des entreprises. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, la fonction que j'occupe, je suis maintenant directeur de l'innovation, du développement durable, et puis président à mes heures perdues. Voilà. Donc, j'ai lâché beaucoup l'opérationnel pour me concentrer sur ce que j'aime et ce qui fait sens pour moi, ce que j'aime innover et ce qui fait sens, la planète. Voilà. Super. Philippe. Donc bonjour à tous, je suis Philippe Bessac, je suis responsable innovation chez Groupama Rhône-Alpes Auvergne. J'encadre une équipe qui est appelée la cellule innovation. Nous sommes 7 et on porte des projets, un projet de drone pour l'assurance et l'agriculture, un projet de partage de vélos avec des cadenas connectés, un projet d'épicerie mobile. Et puis je suis aussi professeur de méthodes et de principes d'innovation. J'interviens dans différents Groupama Université, à EM Lyon, à l'IAE Lyon 3 et à École Centrale de Lyon, où j'encadre des projets. Je suis tuteur en fait de projets assez sympathiques Assez aussi. pointu. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on a aujourd'hui deux spécialistes aussi de l'innovation qui la pratiquent tous les jours. Alors, je voudrais savoir en fait un peu comment vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui vous fait innover? D'où vous tirez votre propre inspiration? Parce que souvent, pour les entreprises, innover, c'est un peu un mystère. On se dit que voilà, c'est compliqué et on se demande peut-être comment on peut s'y prendre. Donc, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'innovation et qu'est-ce qui vous inspire? Renaud, tu veux commencer? Allez, pourquoi pas. Alors, déjà, je me suis rendu compte assez tardivement que finalement, j'aimais l'innovation. Mais en repensant à qui j'étais et ce que j'avais commencé dans ma première partie de vie, puisque j'ai travaillé beaucoup chez Bouygues Construction, je me rendais compte que dès le début, j'avais aimé l'innovation. Voilà. Et alors, tu m'as demandé ce qui me motivait Ben ouais. personnellement. Alors, je crois que le premier élan, c'est d'être différent des autres. C'est mon ego, c'est d'exister dans un monde, d'être vu, de briller, de me mettre devant. Voilà. Ça, c'est une vérité, en tout cas. Maintenant, ça ne suffit pas. Voilà. Euh, ce qui me motive à prendre des risques et à transformer cette envie de différence en sens, voilà, c'est le sens. Voilà. C'est vraiment un besoin profond de sens. Et je trouve dans l'innovation, dans le fait de changer le monde, et ça passe bien sûr par changer soi-même d'ailleurs, il y a une motivation très intéressante. J'avais vu un petit graphe. J'adore les graphes avec deux dimensions. Ça permet de rationaliser à mon esprit qui va dans tous les sens. Et il disait les entrepreneurs, si on trace deux traits, on peut dire l'envie d'indépendance, maîtriser son destin Ouais. ou pas, changer le monde Ou ou pas. pas. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut à la fois changer le monde et maîtriser son destin. Voilà. Et donc, j'ai commencé et je me suis rendu compte que moi, c'était surtout la volonté de changer le monde qui me donnait l'envie d'innover. Et puis, j'ai appris en innovant à prendre goût à la liberté. Voilà. Et donc maintenant, je me retrouve dans la deuxième case tout en haut, mais j'ai commencé par l'envie de changer le monde. Et puis là où c'est vrai, c'est que l'innovation ne m'intéresse absolument plus dès qu'elle est dans tout le monde. Voilà. J'ai adoré Nespresso, j'ai vendu 12 cafetières à mes copains. Et maintenant, j'exècre cette marque parce qu'elle manque de sens. Voilà. Donc, il doit y avoir quelque chose d'un peu personnel, un peu trouble là-dedans. Voilà. Je pense que pour bien innover, il faut avoir une blessure quelque part.
D'accord. Donc, déjà, pour innover, il faut avoir un moteur, enfin, une envie intérieure, en fait. Ouais. Bah, si dans une entreprise, vous voulez innover, il faut quelque part, en tout cas, le chef d'entreprise porte cette innovation. Il ne suffit pas de l'exiger de ses collaborateurs, peut-être. Alors moi, Ouais, il y a une je t'écoute. question que je pose à tous les... Alors, je ne résiste pas, j'ai envie de vous parler de ce livre. Et donc, j'ai un petit livre. Alors, je vais là, c'est ça. Celui. Pour les auditeurs, bon, pas forcément moi, mais si je ne l'aurais pas ouvert, un petit livre, vous avez le temps de prendre des notes, je vous le recommande vraiment, vous n'allez pas perdre de temps, c'est un bonheur. Donc, le petit traité de l'innovation. Et Miguel Aubuy, c'est un mec dont je suis tombé amoureux, il est à Sherbrooke. Je ne l'ai jamais rencontré, mais à force de lire ses livres, j'ai pris contact avec lui. Il nous dit quoi? Il nous dit que le processus d'innovation, c'est la synthèse de 3 épreuves. C'est un processus qui est complexe, mais qui n'est absolument pas hasardeux. La première épreuve, il nous dit, c'est celle du chasseur. Le chasseur, c'est celui qui va non pas chasser la bonne idée, il va chasser la matière première de l'innovation, qui est le problème. Alors, ça répond à la question que tu poses, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas innover. Ah bon? Tu n'as pas de problème? Ah bah si, et ben voilà. Donc, toute entreprise qui a un problème, toute entreprise dont les clients ont des problèmes, Est en capacité d'innover. La grande difficulté, c'est qu'il faut déjà accueillir positivement les problèmes. Ça, c'est pas facile, surtout quand on est plein d'ego et que le client dit c'est pas bien. Ça, c'est pas une posture qui accueille l'innovation. Et puis, il faut être, il dit, dans une épreuve d'observation clé. C'est le mec de beurre qui veut un taxi à Paris et qui n'en a pas. Et qui se dit, mais pourquoi je ne peux pas le faire avec mon smartphone? Il a observé le problème de la commande des taxis dans Paris, le mec de beurre. Et alors, pour être bien observateur, Miguel Aubuy nous dit quoi? Il nous dit, il faut résoudre une aporie. Une aporie, c'est un cul-de-sac, c'est des contraires. Il faut être absolument déterminé pour être à la recherche d'un lapin, et en même temps, extrêmement curieux. Donc, c'est une posture très compliquée. Et il y a des gens qui ont ce don-là. Ce sont les chasseurs. Et alors, ces chasseurs, ils vont passer la main au mage. Le mage, lui, son épreuve, c'est une épreuve d'imagination. C'est celle qui est... Alors, Miguel nous dit, c'est celle qui est dans le monde cartésien, on l'adore, c'est celui qui a eu l'idée, c'est l'idée clé, alors on la romance, on oublie tout à fait qu'en fait, ce n'est qu'une partie d'innovation, mais c'est le mage, c'est Steve Jobs, le mage est forcément celui qui attend la presse, celui qui attend... Et donc, le mage, lui, il faut qu'il crée des idées clés. Voilà. Et pour créer une idée clé, il est important de résoudre une deuxième aporie, un deuxième cul-de-sac, une deuxième opposition. Il faut absolument être dans son temps, parce que je racontais tout à l'heure à quelqu'un que je viens de rencontrer, qui va sûrement devenir quelqu'un avec qui je vais travailler. En 1994, on avait eu avec un copain une idée qui s'appelait Caddy 2000. On allait sur le Minitel, on commandait ses courses, et il y avait quelqu'un qui nous mettait dans le coffre en passant. Voilà. Bon, c'était une idée clé, mais qui n'était pas clé, parce que c'est une idée, elle n'était pas dans son temps. Elle était en avance. C'était juste une provocation. Elle était en avance. Donc, il faut qu'elle soit absolument dans son temps, et en même temps que ça soit une provocation. Une provocation, c'est par exemple, chez Attestation Légale, on a fait la provocation qui a énervé certaines entreprises de dire que le fournisseur allait payer pour donner ses attestations à ses clients. Ça, c'est une sacrée provocation. Ça énerve. Ouais. Sauf que quand il paye, déjà, il n'est plus le produit, il est le client, donc il a quelqu'un qui s'en occupe. Et puis, une fois qu'il a payé, il peut le donner à tous ses clients. Et oui, c'était une provocation. Je te propose qu'on revienne après sur des exemples. Et toi, donc Philippe, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'innover et qu'est-ce qui, pour toi, est un moteur d'innovation alors, avant de travailler chez Groupama, je travaillais dans une entreprise de télécommunications et j'aimais bien créer des choses nouvelles. Alors, je ne sais pas si c'est comme Renault, c'est-à-dire pour me mettre en avant, je ne sais pas, mais en tous les cas, je me rappelle très bien d'avoir développé... à la base, je suis un développeur informatique, avoir développé des choses et m'être promené dans des agences, avant de travailler dans cette entreprise de télécommunications, je travaillais dans une banque, avoir été dans des agences juste pour voir mon logiciel fonctionner. Moi, je trouve que c'est très proche de ceux qui aiment bien peindre, par exemple, faire un beau tableau. Voilà, ils aiment que les gens en parlent de leur tableau. Mais je ne sais pas si c'est vraiment pour se mettre en avant. Mais je faisais ça, alors un coup ça marchait pas.
Et puis, en 2014, après une déception, on va passer vite sur cette déception, quoi, je me suis dit, tu vas apprendre toutes les méthodes et tous les principes d'innovation. Pourquoi? Parce qu'un développeur informatique, bah, il utilise des méthodes, mais quand on fait un cours aussi, une formation, on utilise des méthodes. On a plus de chances que le cours se passe bien ou conduire une réunion, c'est la même chose. Il vaut mieux utiliser des méthodes pour réussir. Et si vous développez une application informatique, bah, il vaut mieux avoir aussi de la méthode pour développer. Donc, je me suis dit, bah, écoute, tu vas apprendre toutes ces méthodes et puis tu vas essayer de les retransmettre. Et si tu les transmets, tu les posséderas bien. Et si tu les possèdes bien, bah, tu les utiliseras dans tes projets. Voilà, c'est juste ça l'objectif, hein, Pourtant, 2014. le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Oui, Donc, c'était pas forcément un bon pari à la base. mais en tous les cas, je dirais, c'est grâce à cette surprise négative, hein, en 2014, où maintenant je suis prof aussi. Donc c'est quand même assez intéressant. Et je vais revenir sur ce que disait Renaud. En fait, je me suis rendu compte que pour innover, il faut résoudre un vrai problème. En clair, il ne s'agit pas de mélanger des technologies pour en faire une autre technologie. On est un expert en blockchain ou en intelligence artificielle, machine learning et tout ça, en application mobile, et on se dit, en faisant ce mélange-là, on fera une innovation. Pas du tout. D'abord, aller chercher un vrai problème. Et aller chercher un vrai problème avec empathie, utiliser ses neurones miroirs, c'est-à-dire se mettre en empathie pour enlever ces biais cognitifs, hein, Oui. bah, c'est super difficile. Accueillir, ce que disait Renaud, Voilà, accueillir hein, le c'est super problème difficile, comme quoi. étant une chance. Si Renaud se met à pleurer, ou toi, Thierry, tu te mets à pleurer, potentiellement, j'aurai cette émotion de tristesse. Bon, il faut être capable d'aller s'immerger et trouver le plus gros problème. Et quand on a le plus gros problème, c'est potentiellement un début d'innovation. Et là, j'aurais presque envie de dire, c'est tout simplement la méthode du design thinking, ce que j'expliquais dans une salle dernièrement. On a un problème, on le définit bien. Derrière, on passe dans une phase d'idéation, Thierry. Bah, j'ai beaucoup appris avec toi, je te dis, hein, pour créer des idées nouvelles permettant de résoudre ce problème. On rapidement fait un prototype. On ne reste pas trop longtemps dans des groupes de travail avec du PowerPoint, avec des réunions, on peut finir. On a rapidement fabriqué quelque chose, on l'amène sur le terrain et on écoute les gens. Parce qu'on croit que ça va résoudre le problème et ça va être très innovant, mais dans les faits, quand on l'amène sur le terrain, personne n'en veut. Donc voilà, c'est la capacité aussi d'enlever ces biais. Et en fin de compte, bah, il faut faire en sorte que les choses soient rentables, c'est-à-dire qu'on arrive à payer les dépenses avec les recettes qu'on fait. J'aurais presque envie de dire, quand on a préparé ensemble cette réunion, c'est assez simple. Le plus dur, c'est peut-être de le mettre en œuvre. Mais ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est qu'on peut innover sans être un expert, de nouveau, dans des technologies. Voilà. Et beaucoup peut-être, hein, de consultants qui veulent vendre des formations d'innovation peuvent vous laisser croire que c'est compliqué. Pas du tout. C'est à la portée de n'importe qui. Il suffit juste d'apprendre, de lire des livres. Alors moi, ma Bible, c'est pas celle-là. Ma Bible, c'est un livre qu'un jeune stagiaire dans mon équipe un jour m'a acheté. C'est Vers une économie des 3 0 de Mohamed Younous. Qu'est-ce qu'il dit rapidement, Mohamed Younous? Il dit, si vous avez un projet qui a un impact positif sur l'environnement, si vous avez un projet qui a un impact positif sur la pauvreté, si vous avez un projet qui a un impact positif sur le chômage, alors c'est un bon projet parce que ça réglera d'autres problèmes. Donc là, on est déjà, ça va régler des problèmes de nationalisme, de racisme, tout ce que vous voulez, des migrations, enfin bon, bref, donc ça sera une bonne chose. Alors bien évidemment, si vous venez me voir avec un projet de chausse-pied connecté ou de brosse à dents connectée, je ne vais pas passer beaucoup de temps pour vous. Voyez. Et qu'est-ce qu'il dit Mohamed Younous? Il dit, si vous égalez les dépenses par rapport aux recettes, c'est un social business. Si vous gagnez un peu plus d'argent que vos dépenses, c'est une entreprise. Et ça va donner le sens, ce que tu expliquais. Hein, c'est qu'on voit bien, si vous voulez motiver une équipe sur un projet, de nouveau, je repense à l'exemple de brosse à dents connectée ou de chausse-pied connecté ou un truc sorti avec un mot intelligence artificielle en quelque part, mais qui règle aucun problème, ça ne va pas les transcender. Hein. Et en fait, dans ce projet, c'est juste un modèle mental qu'on va développer. On y croit que ça va avoir un impact positif sur l'environnement ou pas. Mais si on a ce modèle mental, alors tout d'un coup, l'équipe, elle augmente ses capacités cognitives. Voilà. D'accord. Donc, si je résume, et là, je vous rejoins, hein, pour innover, en fait, ce n'est pas forcément une question de méthode, dans un premier temps. Les méthodes sont facilitatrices. Mais ce qui est important au départ, c'est de repérer des problèmes. Oui. Et la capacité d'accueillir ces problèmes. Thierry, si non Je dirais pas.
on en parle tous les deux parce qu'on est des hommes d'innovation, je crois, et en tout cas, on en a fait notre métier dans des univers différents. Mais, on avait vu qu'il y avait les chasseurs, on a vu qu'il y a ceux qui imaginent, et puis il y a ceux qui vont transformer l'idée clé en un produit clé, celle qui va rencontrer son client, son modèle économique, comme le dit Younous. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à mon avis, les modèles économiques sociaux ont de l'avenir, puisque l'argent ne fait plus sens. Et donc, du coup, le simple équilibre avec plus de sens et moins d'argent, à mon avis, on va en parler. D'ailleurs, Time for the Planet, une initiative incroyable qui est en train de se passer à Lyon, promet à ses actionnaires, ça c'est une innovation, donnez-nous de l'argent, nous vous le rendrons dans 10 ans avec un TRI de 0. Mais on aura créé 100 entreprises pour sauver la planète. Pas mal. 6000 actionnaires en moins d'1 an. 6000 actionnaires en moins d'1 an. Voilà, ça me fait penser à ça. Et ça, c'est peut-être la notion de sens qui leur permet justement d'oser investir dans cette innovation qui, a priori, ne va pas rapporter d'argent. Bon, ils ne vont pas en perdre normalement. En tout cas, c'est la promesse. Mais pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils y trouvent un sens, comme tu disais. Imagine les chefs de projet qui travaillent, enfin les types qui imaginent avec leurs compétences et qui travaillent sur ces projets-là. Et on voit bien qu'on est très loin de projets que j'appelle pour plaire au roi et ses courtisans. Donc on voit bien des projets qui parfois on se dit mais là dans cette entreprise ça n'a pas de sens et tout ça. Donc là des types qui savent qu'ils vont avoir un impact, c'est un modèle mental, mais ils ont développé une croyance. Comme n'importe quelle croyance en fait. Et là tout d'un coup ça va les transcender. Alors, dans le précédent cours, là, j'expliquais comment les forces spéciales se motivaient, les forces spéciales américaines, le général McChrystal. Il y a 2 très beaux livres, One Mission et Team of Teams, qu'il faut lire. Rapidement, les principes, c'est avoir confiance dans l'équipe. Bon, ça paraît évident. Le 3e principe, la conscience partagée. Je dois connaître vos 2 problèmes, et puis vous devez connaître mes problèmes, surtout si on part en opération. 4e principe de décentralisation. Celui qui va tuer, il ne faut pas qu'il pose une question à son chef avant. Mais le 2e principe est très intéressant, croire en la même chose. Et donc, on voit bien que dans les entreprises, quand vous ne croyez pas à la même chose dans l'équipe, vous ne pouvez pas créer ce que toi, tu as créé ou ce que le projet dont tu as parlé. Et en fait, c'est ça qui va faire le moteur. Je prends souvent l'exemple de l'amour. On ne comprend pas quand on veut séduire quelqu'un, tout d'un coup, je veux séduire Gaël, supposons, on voit bien que tout d'un coup, vous avez un cerveau qui fonctionne plus vite. Vous voyez, donc on veut arriver à ses fins, quoi. Mais c'est juste de la chimie, c'est juste un truc qui se passe dans un cerveau. Et donc, c'est peut-être ça le sens, le fait de transcender les équipes qui vont travailler là-dessus. C'est ça. Je crois qu'il y a à la fois comprendre que, et c'est la magie de ce livre, c'est que le dernier personnage, c'est le cultivateur, on a vu qu'il y avait 3 personnages, et qu'on ne peut pas être les 3. Il y a des gens, il y a une 4e type de personnes qui sont les enzymes, les hommes qui mettent en relation, qui sont transverses. Donc il y a 3 types de personnes, il y a les chasseurs, les mages, les cultivateurs et les transverses. Généralement, quand on peut supposer que tu es un des 3, plus en transverse que tu fais chez Groupama, qui consiste à connecter, à fluidifier. D'accord ? La question du moteur, elle est très importante. Et alors, du coup, je reviens, c'était Marc Simoncini, l'inventeur de Mythique, je crois, et d'ailleurs, ça me rejoint Minitel, parce que je crois qu'il était passé par le Minitel Rose avant. Il y a une citation qui disait « Il faut toujours un moteur à l'action, un moteur à l'engagement, une blessure, de l'ego, de l'orgueil, du sens, d'une revanche, une jalousie. Il y en a des plus nobles que d'autres. Il y en a des plus nobles. Mais il faut un moteur profond. D'accord ? Et c'est vrai qu'il va donc falloir, 1, la compréhension du processus, 2, créer les conditions de ce processus, mettre les hommes à la bonne place et les femmes à la bonne place, sans les oublier. Et puis après, accueillir favorablement l'incertitude, ce qu'on appelle la sérendipité, qui est une valeur clé de notre siècle, c'est-à-dire se dire finalement, l'incertitude est créatrice d'innovation. Parce que la certitude, la planification, tout ce qu'on faisait dans les 30 dernières années, tue l'innovation. Elle améliore la productivité. Oui. J'étais à la fac Cato il y a 5-6 ans, j'avais écouté un gars qui disait « Nous sommes passés d'un siècle d'efficacité productive, toujours moins cher pour plus de valeur, qui rend fou, qui nous tue d'ailleurs, à un siècle d'efficacité créative. »
Philippe et moi, dans les entreprises d'avant, on était soit mal vus, soit on s'est mis en petits bouts de carré, on s'est raboté. Ouais. On a vécu presque en faux self, pas comme on était avec Taillé. Et là, maintenant, c'est le siècle des innovateurs, les rebelles, les atypiques, ceux qu'on ne comprend pas. Il faut en avoir dans son entreprise. Si vous n'avez pas ce genre de personnes, vous n'arriverez pas à déclencher l'innovation. Sauf que ces gens-là sont merdants. Ils vous cassent les pieds, ils vous disent qu'il n'y a pas de femmes sur les... Ce sont des casse-pieds et ils sont emmerdants. Donc, il faut avoir... Alors, soit vous les mettez dans vos entreprises et ça fout le bordel, soit vous créez des espaces à côté, un studio dans les grands groupes, mais ça peut vous pouvez participer au CPME Camp. Vous avez une personne sur deux ici qui est dans ce style-là. Et donc, en fonction du moteur, ça se voit plus ou moins, mais en l'occurrence, et puis surtout, bien comprendre où est sa place. Bien comprendre où est sa place. Et je pose toujours une question quand je viens des grands groupes et parfois je conseille certains dirigeants, je leur dis, savez-vous qui sont vos 10 les 10 collaborateurs les plus innovants? Généralement, ils savent à peu près répondre. Et vos 10 clients les plus innovants? Et les 10 fournisseurs les plus innovants? Ben, une fois que vous avez ces 30 personnes clés, et ben vous en prenez soin comme plus que votre porte-monnaie. Et là, vous allez arriver à innover. C'est très simple. Donc, je vous rejoins. Donc, si on prend concrètement à ce qu'on a un petit peu résumé là, pour innover, il faut quand même trouver des problèmes, les accueillir. Innover, ce n'est pas forcément une personne qui le porte. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs profils de personnes. Alors, voilà, une personne peut avoir peut-être les deux profils, mais il y a plusieurs profils de personnes qui le portent. Donc, il faut être capable, en tant que chef d'entreprise, de repérer ces différents profils et les mettre en musique. C'est ça, si je vous rejoins. Qu'une entreprise, et là je suis entièrement d'accord aussi avec vous, parce qu'on a un peu aussi les mêmes expériences partagées. J'ai aussi fait partie de grands groupes, et moi j'étais responsable recherche et développement. Donc j'ai aussi été parfois malheureux dans ma fonction de responsable de recherche, ce qui m'a permis de devenir consultant. C'est qu'une entreprise, elle est câblée effectivement à la base, non pas pour être innovante, mais pour être performante. Et comme tu disais, la performance, c'est ce qui tue l'innovation. C'est pas quand on est en train de... si je prends un circuit... Pardon. Ouais, Pardon. je finis mon exemple, Ouais. mais si on est une équipe de course automobile et qu'on doit changer les roues de la voiture, quand on change les roues de la voiture, on est en performance. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on doit innover. On ne pourra innover que lorsqu'on ne sera pas en course. Le problème de l'entreprise, c'est qu'elle est constamment en course. Elle n'a jamais un stand, elle n'a jamais de période où elle peut justement s'arrêter. Et donc, c'est la responsabilité du chef d'entreprise de savoir créer ces périodes. Donc, tu disais, soit c'est un moment particulier, soit elle externalise une sorte de bulle externe à l'entreprise, ou éventuellement, elle fait appel à des personnes différentes. On disait aussi qu'il y a une capacité, il faut apprendre. Ça s'apprend aussi, il y a des méthodes. Donc là, je rejoins effectivement, en tout cas, la créativité, l'art de transcender son inertie mentale, ça, c'est une compétence qui est commune à tout le monde, mais effectivement qui s'apprend. Et donc, il faut passer par cet effort d'innovation. Et innover, finalement, c'est vrai qu'il y a un effort. Et il y a quelque chose qui le porte aussi, vous m'avez dit. C'est l'inverse, c'est un effort de ne pas innover. Et pourtant, il y a un moment où il faut arrêter d'innover. Il faut être performant. Par contre, il faut savoir arrêter d'innover. C'est pour ça que dans une entreprise, l'innovateur, c'est intéressant. C'est un profil qu'il faut savoir maîtriser, qui est compliqué parce qu'à un moment donné, c'est vrai que l'entreprise, elle doit bien arriver à faire. Alors que l'innovateur, il est tout en train de remettre en question. C'est vrai qu'il est chiant. En fait. Non, mais c'est juste qu'il faut lui sortir le bébé. C'est-à-dire que l'innovateur, une fois qu'il a eu une bonne idée, d'abord, il a observé, il y a le chasseur qui a trouvé des problèmes clés. C'est simple, c'est des clients pas contents, un problème clé. Donc, je crois que tout le monde en a. Alors, si une boîte qui n'a pas de clients… Des prospects pas contents. Oui, des prospects pas contents. Si voilà, tu as raison. Si tous nos clients sont contents, allons chercher des prospects pas contents. Sauf que je voulais vous dire, un client qui se plaint, complain is a gift, nous dit le patron de Microsoft, hein, et ben ça, c'est une posture. Si vous adorez les plaintes des clients, et comment… Jusqu'à il y a encore 5 ans, alors j'ai manqué d'humilité, je vais parler de… J'ai lu plutôt j'ai lu les grands patrons de start-up gèrent toujours les problèmes. Et jusqu'à il y a encore 4 ans, j'avais 20 000 clients, tous les mails de complaintes, tous les problèmes arrivaient dans mon téléphone. Parce que c'était la matière première du service et de l'amour du client, mais aussi de l'innovation. Et si vous ne vous intéressez pas… Et les problèmes, on en a tous. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, les conditions et la posture, le moteur, et puis après, comprendre qui on est. C'est-à-dire que
pour le dirigeant, hein, puisqu'on s'adresse aux dirigeants, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé à peu près, on est soit chasseur, soit mage, soit cultivateur, soit harmonieux, soit enzyme, entre guillemets, soit passeur. D'accord. Donc, une fois qu'on a trouvé sa place, il faut surtout savoir que c'est la sienne et qu'on ne peut pas faire le reste. Le mage, celui qui a la bonne idée, ne fera pas le bon business. Parce qu'il faut le transformer, la bonne idée, en un bon produit. Et on oublie toujours, il le rappelle dans le livre, Miguel, que chez Apple, il y avait 3 personnes. Steve Jobs, Bosniak et le nom d'un troisième que je ne connais pas, qui était mis par le fond. Et lui, il était en costume cravate et il parlait performance, hein, il parlait combien ça va rapporter. Et ils se pâtaient sur la gueule tous les 3 tout le temps. Et ils sont devenus Apple. Mais alors l'histoire, elle adore les mages et elle efface le chasseur. Et voilà. Mais en l'occurrence, oui. La clé. Alors les gens viennent, j'ai pas d'idée. Alors déjà, moi, si vous voulez venir innover, je fais un petit appel au peuple. Moi, j'ai des clients qui ont des problèmes et j'ai des idées toutes les 2 minutes. Ce qui me manque, c'est des cultivateurs. Voilà. Donc, appel au peuple. On cherche des cultivateurs. Les cultivateurs sont beaucoup plus rares et précieux que les mages. Attention. C'est vraiment très important. Oui, mais les bons mages, ça ne court pas les rues non plus. Peut-être je voudrais proposer aussi, il y a un bel article qu'avait écrit Philippe Ziberzan dans un livre, et moi ça m'a beaucoup inspiré. Et, évidemment, c'est difficile dans une grande entreprise d'innover, paradoxalement. Il disait tout simplement, vous devez avoir 3 horizons. Vous devez avoir un premier horizon, vous mettez 70% des ressources. Il faut vendre des services, vendre des produits, parce que dans le cas contraire, on n'arrivera pas à payer les salaires. Ça paraît assez évident. Hein, une entreprise n'est pas faite que pour innover. Puis il y a un deuxième horizon, on doit améliorer les processus, et donc là, il faut mettre 20% des ressources. Et enfin, il faut avoir un océan bleu, quelque chose, on va créer de nouvelles activités, où là, il va falloir mettre 10% des ressources. Et je trouve que c'est bien quand on a ce tableau-là, peut-être qu'on comprend mieux si on arrive à le vendre dans son entreprise. C'est une proposition que je fais. Et tout d'un coup, on voit bien que potentiellement l'entreprise, elle va être, peut-être les dirigeants vont être concentrés bien sûr sur le court terme, mais potentiellement ils vont savoir, pour éviter de devenir le prochain Kodak ou le prochain BlackBerry, il faut avoir des types qui défrichent. C'est assez ingrat. C'est agréable, mais c'est assez quand même ingrat, défricher en fait des territoires inconnus. Territoires inconnus, je donne souvent cet exemple, j'aime bien le navigateur à la Pérouse, il y a un très beau musée à Albi, on lui demandait, mais vous faites comment là pour aller chercher des nouveaux territoires? Il dit, on prend un bateau, on met des navigateurs, on met des scientifiques, on met de la nourriture, et après vous allez où? On va vers l'Est. Et on regarde où sont les oiseaux. Ouais, et en général, ça vous indique c'est ça innover, quoi. Les nouvelles tirer parti des surprises, en fait, du chemin, et en fin de compte, aller découvrir des choses qu'on ne sait pas. Ouais, si vous voulez, j'aimerais changer un petit peu de sujet, juste de basculer. Dans l'innovation, souvent, les gens disent on ne peut pas innover parce qu'on n'a pas l'argent. Est-ce qu'on peut un peu parler des sous? Comment vous faites, vous d'ailleurs, concrètement, en fait, sur ce problème, comment vous faites pour trouver l'argent? D'où vient l'argent qui vous permet d'innover? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est les théories de l'effectuation. Philippe Ziberzan en parle très bien dans ses livres. Sara Sarasvati, il y a une quinzaine d'années, qui bâtit les théories de l'effectuation, les 5 principes, et qui dit, quand vous voulez innover, commencez à regarder ce que vous avez autour de vous. Tiens, je connais Thierry, tiens, je connais l'école centrale de Lyon, tiens, je connais... Et donc, on fait l'inventaire de ce que l'on a. Des ressources. Des ressources, ce que j'aime faire. J'aime faire voler des drones, j'aime développer... Bon, bref, déjà, on fait l'inventaire de ce que l'on a. Donc là, on voit, c'est déjà ce que l'on a autour de soi. Deuxièmement, on va déterminer une perte acceptable. J'ai 3 mois, j'ai 3 000 €, j'achète un drone, on verra bien, on va l'amener sur le terrain, et puis peut-être qu'on aura un truc qui sortira et qui intéressera les gens. Ouais, c'est très loin de... On fait un cahier des charges, on fait des spécifications fonctionnelles, des fictions techniques, on passe 3 ans, et puis d'ailleurs, on fait un développement, et en fin de compte, ça n'intéresse personne. Ouais. Et donc là, alors les gens ils disent ouais, c'est de l'innovation frugale. Non, c'est déterminer une perte acceptable, et puis tous les 3 mois, potentiellement, on fera un pivot. Troisièmement, on va faire des patchs for food. Tiens, je ne te connaissais pas encore il y a quelques semaines, j'aurais bien envie de faire une innovation avec toi. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça serait fun. Et je suis sûr qu'on ferait un truc intéressant. Et donc, faire du patchwork, ne pas hésiter à aller chercher des partenaires. 4e principe, tirer parti des surprises. Vous avez un super problème. Alors, vous savez, les chefs de projet qui vous disent, moi, dans les projets, j'ai aucun problème. Ça arrive dans 2 cas. Premier cas,
il ment. Deuxième cas, il n'a jamais fait de projet. Il y en a plein de types qui vous disent j'avais de problème. Ils n'ont jamais fait de projet, en fait, tout simplement. Donc, tirer parti des surprises négatives. Et en fin de compte, derrière, le dernier, le pilote dans l'avion, en fin de compte, c'est un peu ce que fait Elon Musk, quoi. Quand on voit qu'il fait atterrir une fusée telle qu'elle est décollée, quand vous prenez Tintin sur la Lune, vous dites le type, il n'a pas fait beaucoup d'études, quoi. Faire atterrir une fusée sur la Lune telle qu'elle a décollé, c'est pas possible. Lui, il l'a fait. Et donc, je pense que ces théories de l'effectuation, juste 5 principes à avoir dans la poche, hein. Le petit livre rouge de Mao Tse-tung qu'avaient les Chinois hein, quand ils avaient une question, je trouve que c'est ça, avoir ça dans la poche. Et moi, je ne vous cache pas que ça guide l'équipe et ça guide le projet. Et l'argent là-dedans là. Et l'argent, la perte acceptable, c'est la perte acceptable. C'est 3 000 €. Et on verra bien dans 3 mois. D'accord. Donc, financer l'innovation, c'est définir finalement un budget de perte acceptable. Au pire, je le perds et ça ne va pas me tuer. Ouais. Et si ça se trouve, au mieux, ça va me faire gagner. Ouais, si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps à perdre. Et dans ma première partie de vie, j'étais vraiment tout l'inverse. Enfin, j'étais acheteur en plus. Vous voyez, donc on ne perd pas son temps, on est focus, performance. Hein, c'était le mot-clé, c'était la performance. Et je te rejoins, c'est vrai que la performance coupe le regard de la curiosité et de l'ouverture. Bon, ça marchait très bien, hein. Toutes nos boîtes, on a fait des tas de choses pendant ces 50 dernières années avec tout ça. Hein. Et donc, on a aussi innové dans cet univers-là. Mais c'est de l'innovation qui était une innovation progressive, non pas de rupture. C'était une innovation incrémentale, celle de chaque matin. Alors, il y a un très bon deuxième tome là, qui est très passé là-dessus entre l'innovation de rupture et l'innovation de chaque matin. Mais ce qui est… alors, j'ai perdu mon fil, pardon. On était sur l'argent, le financement. Oui, et tu disais le temps, si vous n'avez pas d'argent. Et donc, je disais, perds pas ton temps. Je disais à un collaborateur qui allait dans un salon, je disais, putain, mais tu perds ton temps, tu as vu combien ça coûte, combien ça a rapporté. Non, il faut savoir perdre son temps. Venir ici, avec combien on est, il n'y a plus que 2 auditeurs. Voilà. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on s'est rencontrés. L'important, c'est que je suis parti avec un mec qui est un expert technique là, et qui va m'aider dans mon sujet d'intelligence artificielle. Et on a fité. Et du coup, peut-être que j'ai envie de te parler de Groupama Immobilier demain pour rentrer dans le Construct Lab. J'ai perdu mon temps. J'adore le perdre parce que c'est provocateur. Il faut sème. Moi, je dirais perdre votre temps. Oui, j'adore les provocateurs. Je préférerais qu'on sème son temps qu'on le perd vraiment. Je pense que oui, il faut le semer, bien évidemment. On plante des graines, on en parlait tout à l'heure, avec les idées pour les ressortir. Et des idées, des rencontres sont celles des rencontres qui vont sortir dans 3 ans. Ouais. Donc, si on n'est pas capable de perdre son temps ou de le semer, c'est beaucoup plus positif, tu as raison. Moi, j'aime bien casser les codes, en fait. Les codes, on a dit, il faut optimiser la productivité. Ne perdez pas votre temps. Une infirmière, c'est 12 minutes. Votre piqûre, c'est 3 minutes 30. Déjà, on a tué le sens et en plus, on tue la capacité d'innovation. On tue la capacité. Donc, et je crois que pour les chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à innover, je vais vous dire, c'est vous le problème. C'est vous le problème. La posture vous tue. Le problème est chez vous. Si vous voulez innover et vous n'y arrivez pas, allez voir un coach, allez voir un psy, ça vous coûtera moins cher. C'est votre posture qui casse l'innovation. Adressez-vous à Corpen. Voilà, c'est encore mieux. Il y a des gens très bien, mais souvent, c'est très… J'ai écouté un coach dans un autre sujet, un jour il m'a dit, vous savez, le principal potentiel d'une entreprise, d'une PME, mais même, c'est son dirigeant. Sa principale limite, c'est son dirigeant. Et donc, si votre entreprise n'arrive pas à innover, c'est de votre faute. C'est que vous avez une limite en vous qu'il faut faire péter. Alors, si elle est profonde, il faudra aller voir plus loin, mais il y a des très bons consultants, et il y a des très bonnes personnes qui vont vous aider. Par contre, attention, accueillir positivement de la remise en cause. Je vais vous raconter une histoire, un truc de fou. On est associé en Allemagne avec notre concurrent allemand pour déployer nos solutions en Allemagne. Le mec, il s'adresse à toutes les fédérations du BTP, donc toutes les CPME de toutes les fédérations des Länder. Et il leur dit, en allemand, alors on m'a traduit, le mec, il dit, quand l'innovation vient d'ailleurs, et il dit, de France, il faut savoir le reconnaître. Devant tous ces actionnaires, en parlant des frouzes qui… ils nous appellent comme ça. Et franchement, en termes d'ego, c'est pas mal quand même. Et donc, le sujet qui peut empêcher l'innovation, et comme les entrepreneurs ont beaucoup d'ego et sont justement, c'est ce qui fait… C'est ça qui est compliqué, c'est que souvent, on est sa propre limite. Et à mon sens, il y a un chemin pas cher là. C'est de changer votre posture à vous. Voilà. Mais c'est sur des cours, tout simplement. Allez, le cours que je donne
chez Groupama ou dans une université. Et maintenant, on propose aussi des services pour nos sociétés, nos prospects, pour les former à l'innovation, parce qu'il vaut mieux avoir des sociétaires qui continuent de payer vos cotisations que le contraire. Hein. Donc voilà. Et c'est simple, ça dure 2h30 ou 3 heures. Quoi. Et au bout de 3 heures, on a des clés. Et puis après, derrière, va falloir les En fait, appliquer. donc C'est pas réservé à une élite. Vous voyez. Donc le problème de l'innovation à la base, c'est pas l'argent. En fait. Non. Franchement, alors, d'ailleurs, en fait, et d'ailleurs en Rhône-Alpes, juste pour info, il y a au moins une trentaine de systèmes, de dispositifs qui permettent de faire du financer l'innovation, au minimum, entre 5 000 jusqu'à 100 à 500 000 euros. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une entreprise qui trouve dans un de ces dispositifs taillé et fait pour elle. Donc, effectivement, ce n'est pas un problème d'argent à la base. Donc, utiliser le prétexte de l'argent, en fait, c'est un faux prétexte. là, Si on dit je ne peux pas innover parce que je n'ai pas les sous, en fait, c'est un faux prétexte. Alors, si vous dites ça, c'est que c'est vous le problème. C'est un la signal. posture, Et il n'y a pas que tous les dirigeants qui n'ont pas un problème d'ego. Il y a des tas de gens qui n'en ont pas et qui l'ont, enfin, plutôt qu'ils les ont réglés et qui grandissent avec. Mais si je dis j'aimerais bien innover, mais j'y arrive pas parce que j'ai pas d'argent, j'ai jamais vu un innovateur dire ça. Jamais. Alors après, qu'il faille de l'argent pour bien innover et cultiver, oui, et il y en faut à la fin pour faire un produit. Il y a un moment, il en faut. Mais c'est à la fin du processus d'innovation qu'il faut de l'argent. Et généralement, quand on a réussi les deux, on trouve l'argent très facilement. Je vais donner un exemple. Dans la banlieue de Lyon, une école publique, une école primaire publique dans la banlieue de Lyon, il y a 2 ans, a décidé de réinventer la façon d'apprendre les mathématiques. Donc, ils ont suivi le cours de Stanford, qui dure à peu près 2 heures, 2h30. Allez. Et c'est plutôt des femmes qui sont institutrices dans ce. Et donc, en suivant ce cours qui est assez simple, il y a juste 40 pages à lire, voilà, et puis c'est approprié, c'est pas énorme. Elles ont réinventé la façon d'apprendre les mathématiques. Je voudrais juste donner la posture de cette école parce que moi, ça m'amuse. Ça démontre une chose que innover, c'est pas uniquement pour créer des entreprises ou créer des startups. On peut innover aussi dans l'éducation nationale, dans une école publique primaire. La posture de cette école qu'ils ont imaginée par les erreurs pour réussir. Je répète, par les erreurs pour réussir. C'est sûr que quand vous avez une posture comme ça, ça change. On est un peu d'une génération. Voilà. L'erreur trompé, c'était pas bon. Quoi. Donc on voit bien qu'on est dans ce que tu disais. Voilà. Par les erreurs pour réussir. Mais on apprend de l'échec et on apprend du succès aussi. On apprend de tout, mais l'accueil positif dans l'effectuation, c'est ce que j'appelle la sérendipité, c'est la surprise négative et l'accueillir positivement. Et c'est ça qui est très dur. C'est ça qui est dur, parce qu'on préfère accueillir positivement la signature d'un grand contrat et l'attribution d'un marché que la perte d'un marché. Et pourtant, l'innovation, elle est dans la perte. Elle n'est pas dans la gain. Comment vous pouvez vous renseigner mieux sur les innovations de vos concurrents quand vous perdez face à eux? C'est pour ça que c'est un des premiers pas, je crois, qui coûte pas cher. C'est ça. Alors, qui coûte pas cher, mais par contre, qui prend 5 ans. Parce que si vous... C'est une posture qui est longue. Moi, j'ai commencé... quand on commence à se changer, c'est long. Il faut être vraiment patient. Et c'est jamais trop tard, parce que de toute façon, on est parti pour 3 décennies d'innovation. Ouais. Donc, et cet accueil positif de l'incertitude, cet accueil positif de la difficulté, cette résilience, ce sont les valeurs clés du monde. Notre monde va entrer dans le chaos. Donc, soit on apprend à gérer les difficultés de façon posée, résiliente, bienveillante, dans le bien-être. On apprend l'incertitude à ses collaborateurs. J'ai eu l'immense honneur de faire le discours de la promo de l'INSA, de la dernière remise des diplômes de l'INSA. Je leur ai dit, bienvenue en incertitude, apprenez l'incertitude. C'était en 2019 ou en 2020 2019. Ouais, ils ont été servis. Hein. Oui, donc... C'est mon livre de Philippe Darsan. Bienvenue en incertitude. Bienvenue dans l'incertitude. 6 mois plus tard, ils étaient plongés dedans, c'est bien. Effectivement, ouais. Moi, je rebondis sur un truc que tu as dit, c'est que ça prend du temps. Je crois que souvent, dans les histoires d'innovation, on fait croire aux gens que voilà, quelqu'un est arrivé, Steve Jobs, il a eu une idée, et 2 ans plus tard, il était milliardaire. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Nespresso, tu parles de Nespresso. Nespresso, c'est 20 ans d'échec avant de devenir un succès.
Steve Jobs et Macintosh, c'est, je ne sais pas, peut-être 10 ans où en fait ils ont galéré parce qu'ils ont quasiment ils ont rien vendu. La plupart des gens qui font de l'innovation, la plupart des innovations sont en réalité, on en a fait des mythes, mais quand on creuse, et vous pourrez regarder Dyson, il a mis des dizaines d'années, il a fait 300 protos avant de commencer à sortir son aspirateur. Et ça, c'est du travail. Il y a aussi cette notion de travail. Donc si vous pensez que vous allez innover d'un seul coup, que l'idée géniale va arriver et que cette idée géniale vous permet en 6 mois de devenir l'entreprise numéro 1 mondiale dans votre domaine, effectivement, c'est mal parti. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais d'où l'intérêt d'avoir ces principes et ces méthodes dans la poche qui potentiellement pourront faire un peu gagner du temps. Et en tous les cas, moi, ce que je crois, ça va augmenter votre résilience. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez du sens, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, bah, il y a des gens qui peuvent vous dire non mais Philippe, arrête, ça tient pas la route. Ouais, vous avez toujours des contre-pouvoirs, hein, trompez-vous. Hein. Bon, bah là, de toute façon, vous dites, bah, de toute façon, je vais avoir un impact positif sur l'environnement. On va continuer. Et donc, ça augmente votre acceptation de la douleur. Voilà. Les méthodes, oui, la productivité aussi, je pense, en Oui, termes bien sûr, hein. d'innovation. Alors, il nous reste plus beaucoup de minutes. Peut-être que pour illustrer tout ça, est-ce que vous pouvez me parler, vous, chacun, d'une innovation qui vous a marqué, récente, dans votre domaine, évidemment. Ne me parlez pas de Macintosh. Moi, je vous parlais du mais projet de de drone, drone ouais. pour la science et l'agriculture. Bon, voilà, on est plutôt Groupama leader, un des leaders de solutions de cartographie de drones dans le monde. On intervient depuis 3 ans dans une grande conférence de drones aux États-Unis. Donc, ce projet s'appelle ExoExpert. Et en fait, au départ, je me suis rendu compte que des experts d'assurance récolte, à Groupama, on assure un agriculteur sur 2 en France. Hein, et c'est pour ça que je suis super fier, en tous les cas, de travailler pour cette entreprise. Hein, on assure, donc en fait, on mutualise les risques, donc on aide les gens. Il faut revenir à la base. Hein. Il y a plein de pays où vous n'êtes pas assuré et au premier sinistre, vous devenez pauvre. Donc, il n'y a plus de développement. Il faut revenir aux sources des choses. Donc là, quand même, cet été, les agriculteurs, juste pour donner une statistique, en tous les cas, moi, qui me motive, hein, un suicide tous les 2 jours. Hein, problème climatique, un suicide tous les 2 jours en France. Donc, bien évidemment, quand vous vendez des contrats à récolte, que derrière, vous êtes capable de faire une mesure précise, en 15 minutes, sur la parcelle, et de donner très précisément la surface qui est sinistrée. Vous réduisez le coût. Si vous réduisez le coût, vous réduisez les cotisations. Si vous réduisez les cotisations, vous assurez plus de monde. Les gens qui deviennent pauvres, ils arrêtent leur contrat d'assurance, ils espèrent que l'année prochaine, il n'y aura pas de problème climatique. Et il y en a. Le problème à la base, dis-nous comment tu as repéré le problème à la base. C'est ça qui est intéressant. S'immerger. C'est dur de s'immerger. Il faut rentrer dans des voitures d'experts pendant longtemps, des experts d'assurance avec des agriculteurs et des histoires qu'on te raconte sur des pesticides, des choses comme ça, des trucs. Ça te fait la chair de poule. Je ne vais pas réussir à te le faire dire, donc je raconte l'histoire pour finir, parce que tu me disais qu'en fait, comment ça se passait. Il y avait, quand un agriculteur avait un sinistre, par exemple de la grêle qui était tombée sur sa récolte, en fait, l'expert venait et en fait, il regardait un champ et du sol, il essayait d'estimer à peu près la surface. Imagine. Donc, c'était un gros débat entre, évidemment, l'agriculteur qui voulait qu'on reconnaisse la plus grande surface possible et quand même Groupama qui, lui, essayait au moins de faire ce qui était nécessaire, mais pas plus. C'est des calculs mathématiques tout bêtes. Hein. En fonction d'un coût de sinistre, on déduit un coût de cotisation. Bien évidemment, tu es à côté de 50 hectares de maïs, ils sont à 2 mètres de haut. Pour faire l'évaluation précise d'un sinistre de grêle, il va falloir le payer. C'est vachement important pour l'agriculteur. Hein. Tu vois bien que si on a un truc en 10 minutes, tu fais décoller un drone de façon automatique, il se pose, clac, tu as une mesure précise, tu as un problème solver. Voilà. Tu as résolu un vrai problème. C'était ça, repérer le problème. C'était juste ce problème simple. C'était de le constater. Et pour le constater, il faut être sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller voir les gens. Et là, il faut dire, tiens, là, j'ai repéré le problème. Il faut juste aller chasser. Ouais. Et toi, Renaud, un exemple. Alors moi, on m'appelle le communiste, parfois. C'est pas moi qui dis ça, c'est à cause de la tache rouge que tu as sur le Voilà, ça doit être ça, exactement. Je crois, j'espère en tout cas. Et je crois beaucoup dans un monde fini. On a compris que les ressources étaient finies au partage.
Donc, j'étais dans une conférence d'innovation, dans un prix d'innovation à la Sorbonne, et l'histoire de Docker. Alors, Docker, c'est ceux qui ont inventé les containers informatiques. Les containers informatiques, c'est, tu dois savoir, quand ils font du code, pour pouvoir les passer sur Amazon Web Services ou à Microsoft ou changer de plateforme, on les met dans des boîtes théoriques et on les passe facilement. Et donc, du coup, on peut facilement scaler son application, changer de plateforme. Voilà. Ces mecs-là, ils avaient levé plein de pognon, ils avaient ce produit-là qui était dans un coin, et ils pivotaient, ils cramaient du pognon, ils cramaient du pognon, ils cramaient du pognon. Et à la fin, ils n'avaient plus rien, l'effectuation, et ils avaient dans un coin ce container qui marchait pas mal. Et le CEO, il a dit un truc qui m'a inspiré, un truc de fou. Il a dit, puisque c'est ça qui a le plus de valeur, on va le faire gratuit. Puisque c'est ça qui a le plus de valeur, on va le faire gratuit. Alors, ses associés, ses collaborateurs, t'es barjot. Si, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Dans 2 mois, on est mort. La provocation. La provocation, voilà. Et donc, comme c'était gratuit et que ça avait beaucoup de valeur, en 1 an ou 2, ça s'est propagé mondialement. Et donc, c'est devenu un truc. Il a bâti un business freemium là-dessus et il est devenu une licorne qui est à $1 milliard. Voilà. Et donc là, la dernière fois, ça m'a inspiré. On a une idée géniale. Un problème, je vous passe vite. On veut créer l'adresse email unique de l'entreprise pour que chaque PME puisse recevoir son courrier comme une boîte aux lettres, mais numérique. Ça paraît con. On a trouvé l'idée clé. Je ne vous la donne pas parce que j'ai trop peur de me la faire piquer. Mais je devrais. Mais en l'occurrence, je me suis dit, puisque c'est une idée géniale, on va la partager le plus possible. Voilà. En fait, il s'agit de mettre le numéro SIRET dans l'email et avec ça, on a l'idée clé. Et donc, je l'ai partagé et aujourd'hui, on est 15 entrepreneurs de Lyon et d'autres à avoir investi. Gaëtan, qui est passé tout à l'heure, a investi. Et comme on l'a partagé fortement, elle va se propager mondialement. Voilà. Et ce mec m'a inspiré. Le partage, le partage, le partage. Super. Moi, j'ai une petite histoire d'innovation aussi à raconter pour illustrer aussi ces histoires de problèmes. Moi, j'ai un entrepreneur, il vend des câbles électriques. En fait, pas les câbles, les goulottes qui supportent les câbles électriques dans les grands chantiers, dans les grands bâtiments. Je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble à des sortes de goulottes en ferraille, souvent percées. Ça coûte 2 euros le mètre et ça se vend en général par 15 mètres. Voilà, ils vendent ça. Et donc, il me disait, moi, j'ai un problème quand même, j'en ai ras-le-bol, c'est que mes clients, ils sont super, et donc ils me commandent toutes ces barres-là. Seulement, j'ai régulièrement des clients qui m'appellent et me disent, ah, tu pourrais pas me livrer les 3 barres, parce que là, sur le chantier, on est embêté, on a mal calculé, on a dû une extension. Et donc, il me disait, moi, je prends ma camionnette, parce qu'il faut que je les dépanne, c'est mes clients. Je prends ma camionnette, je mets 3 barres dans la camionnette, je mets 30 bornes, je relis mes 3 barres, mais je perds mon temps, je ne gagne pas mon argent, voire même je perds de l'argent, mais bon, c'est quand même mes clients, je ne peux pas les perdre. Donc, il me dit vraiment, c'était un vrai souci. C'était son problème. Il l'a traîné pendant des années. Jusqu'au jour, il me dit, je ne sais pas pourquoi, un jour, j'en ai vraiment eu ras-le-bol. Et là, j'ai eu, alors, pour le coup, lui, il a eu une idée tilt. Il a dit, mais au fait, t'es pas. Donc, un client l'appelle pour lui demander ses 3 barres. Il me dit, mais où est-ce que tu es? À tel endroit. À 10 km de là, j'ai un gros client qui, lui, a des gros stocks de mon produit. Il appelle son gros client et lui dit, est-ce que ça t'embêterait de dépanner et de donner 3 barres à une personne que je vais t'envoyer qui va venir les chercher? Et là, le gros client lui dit, bah écoute, oui, mais la condition, c'est que tu me gères les stocks. Et là, il s'est dit, et en fait, il a inventé le stock avancé. Il utilise ses gros clients pour faire juste du stock avancé. Alors, tous ces gros clients n'ont pas dit oui. Mais en tout cas, ceux qui lui ont dit oui, lui ont permis de réduire de 80% quasiment ses trajets. Et il me dit, mais du coup, c'est le bonheur. Et en fait, il n'a rien révolutionné. Il n'a pas de technologie. Bon, il a dû gérer un petit peu plus les stocks. C'est-à-dire qu'il sait que s'il a donné 3 barres à machin, il faudra qu'il remette 3 barres de plus dans le camion la prochaine fois. En fait, c'est ça son innovation. Ça, c'est des exemples de petites innovations. Et en fait, d'innover comme ça, ça lui a donné envie d'innover et de faire de nouveaux trucs. Il s'est dit, mais en fait, c'est vrai, quand j'ai un problème, pourquoi je m'emmerde à garder mon problème sur les bras pendant des années? Il faut les accueillir. Il faut pas aller chercher les problèmes. Il ne faut peut-être pas non plus, parce que les problèmes, en général, te trouvent tout seul. Mais quand tu es dans une entreprise… Il y a des bons problèmes, il y a des mauvais problèmes. Mais il y a des ça pourrait être l'objet il y a d'une des conférence. problèmes. Ouais.